Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ces deuxièmes Freelance Talk. On est ravis de vous accueillir. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur les freelances, des légendes, des fantasmes aussi. Alors vous avez bien fait d'être avec nous parce qu'on va faire tomber tout ça. D'abord, un grand merci à Maïf qui est partenaire de l'événement et Auguste Marquez, son représentant aujourd'hui. Bonjour Auguste. Bonjour à toutes et à toutes. Oui, Maïf est marraine, on va dire marraine, parce que je viens de Marseille, parrain c'est un peu connoté. Maïf est marraine de cet événement pour une raison, c'est qu'on croit très fort que vous êtes un véritable levier de transformation de la société à travers le travail, mais à travers aussi les valeurs que vous pouvez embarquer dans votre façon d'exercer votre travail. La première histoire d'amour de la Maïf avec les entrepreneurs, parce qu'à la base, la Maïf a été créée par les enseignants pour les profs, notre première histoire d'amour, ça a été lors de l'avènement de l'économie collaborative. Et on a été le premier assureur de Blablacar. Ça s'appelait covoiturage.com d'ailleurs. Et on a kiffé en fait cette relation avec les entrepreneurs et l'énergie qu'il y avait. Et de fil en aiguille, on est devenu assureur des entreprises avec salariés et des indépendants, des freelances, des solopreneurs, appelez-vous comme vous voulez. Et on est heureux d'être là avec vous. Et puis tout à l'heure, j'interviendrai avec Velna sur les communautés. Merci beaucoup, on va te retrouver effectivement tout au long de cet après-midi, y compris dans l'autre salle. Mais oui, tu peux y aller, aucun problème. Je vais vous parler du programme quand même, parce qu'il est important. À chaque fois, on va essayer de timer, donc d'être le plus précis possible. Voilà, donc là, vous l'avez. Voilà. Alors, on va commencer avec Jean-Noël Chintreuil qui va revenir sur les grandes entreprises et les talents. Quelle place pour les freelances ? Ensuite, on continue avec Regard croisé, collectif et communauté de freelance. C'est Velna Borgel qui animera la table ronde, collectif et communauté, avec Colline Didier, avec Anna Le Constant, avec Auguste Marquez et Laure Streleski. Pardon. Alors, des bonnes, voilà. C'est pas la bonne. Les PC et les Mac, vous savez, c'est terrible. Ensuite, on fera une petite pause. Ah oui, ça c'est important. On va faire une petite pause. Il faudra absolument quitter la salle quand je vous le dirai, parce qu'il y a une autre conférence qui sera derrière. Et on se retrouvera ensuite à l'amphi Havane à FNIC. C'est tout un programme pour qu'ensuite on se retrouve pour une table ronde. Et là, on va essayer de faire tomber un petit peu les choses. En fait, on va dire la vérité aux freelances, avec Léo Garé, avec Mathilde Guégan, avec Emeline Lécuyer et Lise Slimane. Et on terminera avec la prévoyance par Auguste Marquez qui reviendra sur la prévoyance pour les freelances. Et ensuite, vous verrez, il y aura une vraie surprise avec comment faire briller les yeux de vos clients et un showcase de mentalisme, IA et expérience client. Ça, il y a de quoi rester tout l'après-midi. Donc, je vous demande d'accueillir tout de suite notre ami Jean-Noël Chintreuil. Parfait, la technique marche, impeccable. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a un passage vraiment, et si on se disait la vérité, mais je vais essayer de ne pas vous mentir pour commencer, ce qui serait beaucoup plus sympa. On va parler de freelance, on va parler de place, on va parler de relations avec les grandes entreprises. Je vais commencer, mais vous l'avez déjà tous vu, c'est ce chiffre, plus d'1 million de freelance en France en 2024. Et effectif. C'est pas juste on compte un peu tout le monde, on sait pas trop. Et du coup, ce chiffre est loin d'être négligeable face à la masse de travail, face à la masse salariale de toutes les entreprises, etc. Et l'idée derrière, c'est de se dire, mais aujourd'hui, il y a des freelances partout, dans tous les domaines, dans tous les services, dans toutes les tailles d'entreprise, dans tout. Parce que tout le monde en a besoin. Mais tout le monde se pose la question, mais dans les grandes entreprises, c'est toujours compliqué, on est mis un peu sur le côté, on sait pas trop comment. Donc l'idée derrière, c'est qu'en plus, il va y avoir à peu près 50% de hausse sur les prochaines années. Donc les freelances ne sont pas juste un phénomène à gauche ou à droite, sont vraiment un phénomène fait pour durer et croître. Je suis donc Jean-Noël Chintreuil, je m'occupe de tout ce qui est futur du travail et chez LVMH, je suis en charge aujourd'hui des programmes autour des talents et de la technologie. Grosso modo, je fais en partie de l'IA pour les RH. Et je regarde. Et bien sûr, dans mes équipes, j'ai, je ne vais pas dire la moitié de freelance, mais j'ai énormément de freelance pour des points très spécifiques. Voilà. Je parle de RH depuis une vingtaine d'années. J'enseigne à la Sorbonne également sur ces sujets de dans quel avenir allons-nous travailler ? C'est quoi le travail aujourd'hui ? C'est quoi le travail demain ? Je voudrais revenir sur d'abord les clichés entre les grandes entreprises
et sur les freelances. Vous avez déjà des idées. On va prendre juste les 4 plus importants. D'accord ? Et après, on va tenter de regarder comment on déconstruit ça. Le cliché numéro 1, c'est le côté, vous êtes freelance, donc c'est le côté free time. Ah, vous êtes encore à la plage, il ou elle n'est jamais dispo, c'est l'apéro, elle fait ses courses en même temps. Enfin, c'est le côté genre, le temps n'est pas un temps de travail, mais un temps non maîtrisé pour l'entreprise. Et donc, une des premières remarques qu'on entend, c'est, on ne va pas prendre des freelances, on ne sait pas comment ils travaillent, on ne sait pas quand ils travaillent. Le côté freestyle. Le long terme, c'est pas leur truc, ils vont encore rater leur deadline, ils travaillent quand ils veulent, c'est pour ça qu'ils sont freelance. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Il y a le côté free price. Et le côté free price, c'est assez génial, parce que vous entendez aussi bien, t'as vu son TJM ? Non mais c'est une diva. Et vous avez ensuite, moins 60%, il va être obligé de s'aligner. C'est à mi-chemin entre la diva et le citron. TJM, on peut peut-être revenir dessus. Pardon, c'est le taux journalier moyen. C'est quel prix vous facturez à la journée ou si vous faites du forfait ou autre. Mais là, c'est vraiment un taux. Pour les grandes entreprises, elles adorent ça. Ça permet d'avoir un nombre de jours avec un nombre de personnes et tout ça. Et le côté free skills. De dire, allez, encore un autodidacte, c'est freelance, il est freelance parce qu'il n'a pas réussi à se placer dans une entreprise, il n'a pas de diplôme, il n'a pas la bonne certification. Et avec ces 4 clichés, vous couvrez toutes les craintes des directions de ressources humaines de n'importe quelle entreprise. Et du coup, dans les plus grandes entreprises, on va vous sortir « Non, mais tu comprends, Jean-Noël, on ne peut pas prendre des freelances, il y a un process, il y a des règles, il faut rentrer, il y a énormément de papiers à remplir, et puis le temps, le style, le prix, etc. etc. » Mais vous savez que c'est faux. Ah, ok, aujourd'hui, freelance versus grande entreprise, qu'est-ce qui va changer ? Comment on va changer ? Jamais oublier, 400 personnes par jour deviennent freelance depuis 2024. 400 personnes par jour. C'est les chiffres, les vrais. Il n'y a pas de mensonge, j'attends pas le « dites-vous la vérité », c'est les vrais chiffres de dire « en France deviennent freelance ». Tout domaine confondu, tout niveau confondu. Ce n'est pas simplement les gens qui veulent se réorienter sur quelque chose, c'est des passions, c'est des choses de dire on change, c'est de dire on en a marre d'un certain environnement toxique en entreprise ou pas. Voilà tout ce qu'on fait. 400 personnes par jour. Donc à un moment, pour toutes les grandes entreprises, oui, il faut le prendre en compte. Derrière, c'est 73% du temps d'augmentation, d'accord, de travail annuel de freelance avec les grandes entreprises. Donc oui, aujourd'hui, les grandes entreprises ne sont pas forcément bien câblées, alignées, calibrées, peu importe comment vous le dites, pour intégrer beaucoup de freelance et de les intégrer intelligemment. La plupart des entreprises, si vous travaillez déjà dans des grandes entreprises, vous n'avez même pas la même adresse email que les salariés. Vous êtes EXT, par exemple, pour extérieur. C'est compliqué de se sentir une même équipe quand on n'a pas la même adresse, quand on ne reçoit pas les mêmes mails, quand on n'a pas les mêmes avantages. Derrière, et c'est là où les grandes entreprises, ou les think tanks, ou les observatoires sont en train de réfléchir. Quel va être l'écosystème du travail moderne ? Quelles vont être les modalités du travail de demain ? Quels avantages de la collaboration freelance, grande entreprise, freelance salarié ? Parce que ne parlons pas de grandes entreprises, c'est aussi les hommes qui composent ces entreprises. Comment ils travaillent ensemble ? Comment ils sont structurés ensemble ? Comment on les intègre correctement ? Comment il y a une vraie expérience pour le freelance dans une grande entreprise ? Comment il se sent attendu, intégré, aimé ? Quels sont les avantages ou les stratégies ? Je vous donne 3. C'est toujours un peu compliqué comme schéma, mais prenons le temps de le décomposer un tout petit peu. Il y a 3 sujets, on va dire, qui sont l'un après l'autre. Il y a une intégration humaine. D'accord ? Prenez la première ligne tout en haut. Vous voyez que de 2020 à 2025, on se force à faire quoi ? Ok, il faut intégrer correctement. Donc, je vais utiliser le mot RH, onboarding, ça vous parle ? Donc, l'onboarding, c'est ce moment de dire comment on fait rentrer des nouvelles personnes dans l'équipe.
il faut onboarder correctement les freelances. Il faut faire communiquer. Et il y a une cohésion d'équipe. Donc ça, la plupart des entreprises l'ont plus ou moins comprise. Il y a l'intégration administrative et technique en bas. Donc on dit, OK, on met à disposition certaines ressources informatiques, on met des accès aux ressources partagées. Et là, déjà, on est pas mal dans un premier. Mais ce qui est intéressant, c'est quelle va être la suite ? Vers quoi le monde de demain va se tourner ? Déjà, la première étape, si vous remontez sur l'intégration de monde, c'est l'offboarding. On intègre des gens, mais on ne les fait pas partir non plus comme des salles, en mode genre, ta mission est finie, salut. La gestion de la connaissance, le suivi. Tiens, qu'est-ce que tu as appris avec nous ? Comment on peut mieux faire la prochaine fois ? Puis peut-être que tu as d'autres compétences qu'on n'est pas au courant, qu'on peut réutiliser ailleurs. Comment on peut persévérer ? Comment on peut construire sur un lien ? Comment on peut vraiment construire la relation, même entre une entreprise et un freelance ? Déjà en prenant le temps de faire une sortie propre. Pas juste, de toute façon, moins 15% de budget, on sait qui saute en premier. Ce n'est pas une sortie propre. Ensuite, le côté, dans l'administration, dans l'intégration administrative et technique, comment on peut aider les freelances ? Parce que parmi les freelances, il y a des phobiques administratifs. Comment on les aide ? Un support juridique, un support comptable. Ça commence comme ça. Comment on fait pour étayer cette relation ? Après, je vais sauter sur cette notion d'entreprise sans frontières. Alors bien sûr, ne calquez pas le côté médecin sans frontières. Là, la notion d'entreprise sans frontières, c'est qui est capable d'accueillir tout type de contrat, qui est capable d'accueillir tout type de travailleur, où qu'il soit. Et vous avez quelque chose d'un peu nouveau qui s'appelle une plateforme de talent. Alors, tout le monde utilise les termes en anglais, de talent marketplace. D'accord ? Comment une entreprise va voir évoluer ses personnes en se basant sur une seule chose, la compétence. Quel que soit son statut, quelle que soit la façon dont il choisit de gérer sa carrière ou pas, quel que soit l'endroit où il est et tout ce qui va avec, la compétence. L'entreprise sans frontières met au centre de ses préoccupations la compétence. Et qu'est-ce qu'on demande à des freelances ? D'être pointu sur certaines compétences. C'est exactement ce qu'ils viennent chercher. Et donc, du coup, on vient à une réinvention, j'allais dire, de l'entreprise avec une plateforme de talent, avec une flexibilité contractuelle. On rentre, on peut sortir, et tout ça, c'est géré. C'est quelque chose de transparent. J'aurais presque envie de dire sans couture pour les gens des équipes, pour les freelances et tout ça. Et après, vous voyez, il y a 2030 et après, qu'est-ce qui se passe ? La notion, et je vais repartir plutôt de la droite vers la gauche, de dire des modèles hybrides de collaboration. Comment on fait pour faire tourner des équipes, pour faire un peu une sorte de millefeuille structurel. Des freelances, des salariés, ça va, ça vient, et on enchaîne. Comment on arrive à utiliser des réseaux de freelance internationaux ? Comment on peut les faire se déplacer, utiliser vraiment les compétences ? Ce qui est très peu aujourd'hui. Aujourd'hui, le freelance est très local. Sauf que pour la plupart des entreprises, il y a ce besoin de croisement de compétences, de cette gestion des connaissances sur plusieurs pays, sur plusieurs zones. Vous avez donc une gestion des risques. Ah oui, un freelance, quand il tombe malade, quand un couple dont madame est freelance tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une vraie gestion de risque à réfléchir. Est-ce que ce n'est pas le rôle aussi de l'entreprise sans frontières, de l'entreprise au sens le plus large, d'accompagner ces changements de vie, même en étant freelance ? Si on se base sur la compétence, on a envie de dire oui, l'entreprise est gagnante. Ça finit bien quand même ton histoire parce que toujours. Ils vont tous s'en aller en courant là. Non, justement, je passe sur une entreprise sans frontières où tout va bien. Juste, j'attire sur une de Schneider Electric qui pose et avec une vraie volonté justement d'aller au-delà de cette collaboration très segmentée freelance et grands groupes, de dire vous savez quoi ? Voyons les freelances comme des talents potentiels, quel que soit leur secteur.
et pas juste des gens qu'on utilise pour boucher des trous ou pour avoir des points de compétence. Faisons notre stratégie. Et là, c'est une vraie stratégie RH de dire voyons ça comme des talents. Donc à partir du moment où on utilise le mot talent, on se fiche du statut. Salarié, freelance, quel que soit le statut en tant que tel, pourvu qu'on ait une stratégie efficace de talent. Et la grande bascule, pour la plupart des entreprises, vient d'ici. Au moment où on intègre les freelances ou les travailleurs non salariés, autres, en tant que talent, pour vraiment construire une vraie politique RH. Allez, je vais vous laisser en disant comment soutenir l'intégration. Je vais prendre 2 points en disant il y a une nouvelle vision. Donc pour les entreprises, c'est vraiment d'aller au-delà du combler un manque de ressources temporaires qu'on entend bien trop souvent. Il y a de valoriser les compétences intrinsèquement. Il faut embarquer les freelances donc dans ce qu'on appelle une skills-based organisation, une organisation ou une structure d'entreprise qui se base sur les compétences au même titre que les salariés. Et une égalité de traitement. L'idée est de viser l'alignement de l'expérience freelance à celle de l'expérience collaborateur. Alors j'ai mis notamment sur les délais de paiement, parce que je ne vous ai pas mis les chiffres, mais parfois, ça peut faire un peu mal. Et j'allais dire, je ne vais pas vous laisser comme ça, parce qu'on dirait très entreprise, et comme l'a fait remarquer Richard, de dire, bon, c'est peut-être un peu... voilà, pour vous, freelance, qu'est-ce que vous retenez ? 1, de maîtriser le jargon interne. Je vous jure, ça fait toute la différence. Et vraiment, en mode comment vous échangez, comment les grandes entreprises adorent avoir l'impression que les freelances parlent leur langue. Donc vous faites un petit carnet, vous regardez, voilà les mots qu'ils entendent. Que par exemple, Air Liquide chez Air Liquide, si vous êtes chez Air Liquide Santé, vous voulez travailler avec Air Liquide Santé, vous ne parlez pas de clients, vous parlez de patients. Et juste ce changement de sémantique fait qu'il y a une meilleure compréhension et une forme de reconnaissance. Anticipez les accès, tous les accès, et faites-le le plus rapidement possible. 1, vous allez gagner des points de vie sur votre propre santé mentale. Mais 2, si vous anticipez le plus possible, vous allez pouvoir vous concentrer sur la relation avec les gens. Parce que si vous passez 2 jours à chercher vos badges, je peux vous promettre que la première chose que vous allez discuter avec les gens, c'est « j'ai pas de badge, j'ai pas d'ordinateur, je sais pas comment faire. Ah, est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir la porte parce que je peux pas aller aux toilettes parce que c'est coincé ?» Les gens, c'est pas la première bonne impression, n'est pas forcément la meilleure. Vous demandez tous les accès et des choses, essayez d'être le plus flex possible. Créez votre propre kit d'intégration express. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous directement ? Vous avez un dossier dédié pour l'administratif, mais faites-le aussi pour les gens. Ce que vous avez fait, comment vous pouvez le faire, ce que vous avez envie de partager. Si vous venez avec ce tout petit dossier, alors on évite le dossier de 200 pages que vous laissez sur tous les bureaux pour mieux vous connaître, mais des choses très simples vous permettent vraiment de gagner en fluidité opérationnelle. Et ça vous fait là aussi gagner du temps précieux sur lequel vous pouvez vous concentrer sur la relation avec les autres. Parce qu'une grande entreprise, quoi qu'on en dise, c'est uniquement les gens qui la composent. Peu importe la structure, une fois que vous avez passé la barrière administrative, c'est les salariés, ils ont envie de travailler avec vous ou vous êtes là pour aider une équipe et c'est là ce qu'on attend. Quand j'ai préparé mes slides, je l'ai fait devant des personnes un peu moins. On m'a dit, mais Jean-Noël, tu peux pas finir sur un truc comme ça, c'est chiant. Donc du coup, j'ai rajouté juste 2-3 points pour au moins ancrer en disant, OK, il y a 3 personnes, on va dire, ou 3 actrices, acteurs, chanteurs, chanteuses ou autres, sur lesquelles vous devez voler leur méthode pour vraiment être sûr de pousser au maximum la collaboration, j'allais dire, entre les grandes entreprises et vous en tant que freelance. Le premier, c'est Arturo Brachetti. Est-ce que vous connaissez Arturo Brachetti ? Ouais, c'est un peu on m'a dit que c'était un peu une référence de boomer, donc voilà, donc désolé. Merci. Arturo Brachetti, c'est un transformiste.
il change d'habit, fait des spectacles, il change, etc. Et Arturo Brachetti, c'est vraiment l'art du caméléonisme corporate. C'est de dire comment, en adoptant, donc je parlais de jargon interne, mais en adoptant certaines règles d'habit, si vous venez avec un costume 3 pièces pour aller travailler dans certains lieux, vous allez faire tâche. Idem si vous arrivez en short et en maillot de basket. Tout dépend. Le côté caméléon, c'est vraiment tant sur les habitudes vestimentaires, les habitudes de travail, les habitudes de sémantique, de langage ou autre. Prenez les codes. Utilisez vraiment le côté d'Arturo Brachetti parce que ça fait une vraie différence. J'ai vu des gens passer et rester parce on avait l'impression qu'ils étaient là depuis toujours et qu'ils étaient complètement intégrés. Ah, mais il est freelance ? Oui. Ah, mais on dirait pas. Une fois que vous avez entendu ça, vous savez. Taylor Swift. Là, pas de référence de boomer. Mais Taylor Swift, c'est l'art du ghosting stratégique. Et là, vous me dites, ouais, ça va loin. Ça va loin pour Taylor Swift. Mais Taylor Swift, elle fait des pauses à des moments de sa carrière. Si vous remontez un peu dans sa carrière, elle a fait plein de pauses. Elle maîtrise complètement son image. Elle décide quand elle reste sur un projet ou quand elle ne reste pas, qu'est-ce qu'elle accepte ou qu'est-ce qu'elle n'accepte pas. L'art du ghosting, c'est aussi, travailler pour une grande entreprise, c'est pas dire oui à tout. C'est savoir à quel moment on ne rentre pas sur un projet aussi. C'est savoir à quel moment on doit être présent ou pas présent. C'est savoir où on doit être présent. Donc l'art vraiment du ghosting intelligent. Et la dernière personne, la plus connue, c'est Natalia Molkanova. Est-ce que vous savez qui est Natalia Molkanova ? C'est pas une référence de boomer et c'est pas non plus une référence de Gen Z. On est vraiment... Natalia Molkanova, c'est une apnéiste russe. C'est une des femmes apnéistes la plus titrée au monde. 43 records mondiaux, 23 titres. C'est vraiment une des championnes, toute catégorie d'apnéistes. Et pourquoi je vous parle d'apnée ? Sur le côté de l'art de la navigation sous-marine corporative. En apnée, il y a des moments où on sait qu'il faut descendre. Mais en apnée, on sait qu'il y a des moments aussi où il faut remonter. Et c'est la même chose sur certains projets, c'est la même chose sur à quel moment on fait une pause, à quel moment on met un coup d'intensité, à quel moment on doit naviguer dans des endroits où l'environnement est hostile. Parce que faire de l'apnée, c'est contre la mer ou l'océan, c'est hostile. Votre corps est transformé. Et c'est accepter aussi que quand vous descendez ou quand vous transformez ou quand vous travaillez avec une grande entreprise, les règles sont un peu différentes. Arturo, Taylor, Natalia, merci beaucoup. Jean-Noël, j'ai pas compris. Taylor Swift, elle est freelance ? À fond. Non, juste une question. Tu parles de code, il faut trouver les codes. Comment on fait pour trouver les codes avant d'arriver ? Parce que le but, c'est d'y arriver dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut sortir avec quelqu'un de la boîte ou... Alors ça, je peux pas, j'ai pas le droit de répondre à ça. Non, mais c'est important. Ah ouais, non, bien sûr. Mais comprendre les codes. En fait, c'est exactement pour ça que des moments comme celui-ci est hyper intéressant, c'est de pouvoir parler à d'autres freelances. C'est un des moments d'échange entre pairs. Vous avez d'autres freelances qui ont déjà travaillé dans des entreprises, comment ça s'est passé. C'est LinkedIn et LinkedIn privé. J'allais dire, mettez plutôt des messages privés parce que je fais un différentiel entre ce qui se passe sur LinkedIn en public, ce qu'on affiche, et ce qui se passe réellement. Donc, c'est aller rencontrer des gens. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt sur le côté de rencontre et d'humain. C'est parler aux gens pour savoir comment adopter ou trouver les bons codes. Dans cette période où les entreprises justement ont du mal à embaucher, à recruter, est-ce que justement le freelance ne peut pas être la perle rare ? Alors toujours, t'aurais 3 heures habituellement, mais là... Ouais, c'est oui. Non, et en détaillant un tout petit peu plus, est-ce que le freelance est la perle rare ? Oui, s'il est capable de montrer qu'il est rapidement opérationnel et facilement intégrable dans l'entreprise. Parce qu'il y a toujours une grande peur pour les grandes entreprises, c'est le temps de monter en compétences. Ça veut dire qu'on prend un freelance et puis on se dit, ah ouais, ok, il sera opérationnel dans 6 mois
avec les différentes équipes ou sur les outils ou sur les bons sujets. Donc sur certains sujets très spécifiques, on fait appel à des freelances. Mais ça, je vais faire un distinguo entre les freelances ils, donc on leur donne le sujet, ils se débrouillent et le sujet revient, et les freelances presqu'ils, où on leur demande d'être raccordés à l'ensemble de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment accentuer cette notion de freelance presqu'ils, mais pour ça, il faut vraiment bien se préparer. À qui le freelance doit-il s'adresser? Au DRH directement ou à chaque unité selon sa spécialité? Je pense que le mieux pour chacun est plutôt de parler au métier. Parce que c'est les métiers qui vont ensuite remonter au RH. Les RH ont une vision ensuite pour les parties stratégie ou politique autour des talents, etc. Mais je pense que le plus simple est de rentrer par les métiers, de montrer son opérationnalité, ses compétences, pour ensuite être sur les projets. Donc ciblé très précisément. Ça veut dire que quand on a une expérience, même avec des clients qui sont dans le même domaine, on va dire, il faut le montrer? Bien sûr. Même si c'est des concurrents? Surtout si c'est des concurrents. Parce que, grosso modo, toutes les entreprises vont crier, et je vais vous parler du luxe là un peu plus, parce que dans le luxe, il y a vraiment une guerre de tranchées sur le luxe, où les gens chez LVMH n'aiment pas les gens qui sont chez Kering, qui n'aiment pas les gens qui sont chez Hermès, qui n'aiment pas les gens qui sont sur Chanel, etc. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, quand vous êtes à un poste, et ça arrive régulièrement à certains de mes collègues ou autres, ou d'autres freelances également, bah, dès que quelqu'un est en poste et l'affiche sur LinkedIn ou autre, il est appelé par toutes les autres. Parce qu'il y a cet envoi de message en disant il comprend les codes, il comprend les process, il comprend les méthodes et il parle en quelque sorte le langage. Et donc du coup, même les freelances, aujourd'hui, j'ai moi dans mes équipes certains freelances, je peux vous garantir que, et on en discute régulièrement, ils sont vraiment appelés par d'autres pour faire quasiment la même chose, mais dans d'autres, pour essayer de faciliter tout ça. À mi-chemin entre l'espionnage industriel et... Ça, ouais. Mais voilà, mais c'est le jeu. Très bien, tu as 2 minutes pour nous donner 3-4 conseils très précis pour les freelances. Pour intégrer une grande groupe, ouais. J'ai déjà tout donné, non? Non. Allez, 3 phrases précises, très spécifiques. Ok, moi je suis très fan du côté les gens qui m'écrivent directement en disant voilà ce que j'ai fait, de manière très le côté email très bien structuré, de pas attacher des dizaines. Je vais rentrer dans des choses très pragmatiques. Hein. Des dizaines de slides. Je veux des liens vers des portfolios où on voit vraiment ce que vous avez fait. Et avec le côté, voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai dépassé, tout ça. Donc ça, ce côté portfolio plus mail, pour moi, fonctionne très bien. Le deuxième chose, c'est parler à déjà d'autres gens. Parce que moi, là, les derniers freelances que j'ai engagés dans mes équipes, tous avaient contacté au moins d'autres gens sur LinkedIn, des gens de mon équipe aussi. Et donc, en fait, d'un moment, il y a une forme d'effet de résonance qui vient et qui amplifie le fait de dire « Ah ok, c'est la bonne personne ». Et le troisième, préparez vos entretiens. C'est comme un entretien de candidature. C'est qu'est-ce que vous connaissez sur l'entreprise? Est-ce que vous avez regardé ce que l'entreprise fait? Est-ce que vous avez regardé? Parce qu'on sait très bien que les grandes entreprises, sur les ordres de mission parfois, c'est flou. Donc regardez, creusez, préparez-vous vraiment. Pas juste j'ai les compétences, ça a l'air de coller, allons-y quoi. Jean-Noël Chantreuil, mesdames, messieurs, bravo. Merci.